La lecture, nourriture de l'esprit, vrai moyen de culture. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Belles Lettres sur la RTG. Eh bien, nous sommes au royaume chérifien, précisément à Rabat, au siège justement de l'Académie royale. Et donc, il est important de rappeler qu'il y a quelques jours, l'Académie a lancé la chaire des lettres africaines, autrement dit la chaire des littératures et des arts africains. Et donc, cette chaire a des projets ambitieux, je veux dire, pour les auteurs africains en particulier, mais surtout pour la culture africaine en général. Et donc, sur ce plateau, nous allons recevoir une personnalité, pas des moindres. Nous allons vous laisser la découvrir tout simplement à travers ce portrait que nous vous proposons. Administrateur de la chaire des littératures et des arts africains à l'Académie du Royaume du Maroc depuis mars 2022, Eugène Ebodé est né en 1962 à Douala, au Cameroun. Il est professeur invité de diplomatie culturelle à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Conakry. Docteur en littérature française et comparée à l'Université Paul Valéry Montpellier, diplômé de l'Institut d'études polytechniques du CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication, et chercheur associé au laboratoire du RIRA 21 de l'Université Paul Valéry Montpellier, chroniqueur littéraire, il publie régulièrement des portraits d'écrivains au quotidien. Son œuvre fictionnelle riche de 10 romans présente une diversité de territoires et de thématiques. Son prochain roman, Habiller le ciel, sera l'un des événements de la rentrée littéraire 2022 aux éditions Gallimard. Il a récemment co-dirigé avec Dr Rabia Marrouche un important ouvrage collectif préfacé par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, le professeur Abdel Jalil Latchamri. Qu'est-ce que l'Afrique? Réflexion sur le continent africain et perspective. Collection Simbora, La croisée des chemins, Casablanca 2021. Eugène Ebodé y propose, à travers une critique du discours de Victor Hugo sur l'Afrique, une réponse aux visions hégémoniques et paternalistes sur un continent perçu, dit-il, comme un espace à prendre, alors qu'il s'agit d'un continent à prendre. Eugène Ebodé a reçu le doctorat honoris causa de l'Université Mahatma Gandhi de Conakry, Guinée. Il est membre du jury du prix Orange du livre en Afrique et président du jury du prix littéraire William Sassine. Mais voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, sur ce plateau, nous recevons Eugène Ebodé, journaliste, écrivain, universitaire. Et donc, vous avez dû comprendre qu'il a fait plusieurs publications. Et récemment, bien évidemment, il a été consacré comme étant justement l'administrateur de la chaire des lettres africaines qui vient d'être lancée par l'Académie royale, donc l'Académie du Royaume du Maroc. Et donc, aujourd'hui, le débat va s'accentuer justement sur la mise en place de cette chaire-là, qui a pas mal d'objectifs, et ces objectifs-là, nous essaierons justement de les connaître davantage à travers lui, encore une fois, qui en est l'administrateur. Bonsoir, monsieur Ebodé. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce qu'une invitation de la radio-télévision guinéenne ne se refuse pas. En tout cas, on est très honorés et très ravis. Je rappelle que vous êtes dans Les Belles Lettres, une émission qui fait justement la promotion de tout ce qui est lettres, donc la littérature. Et donc d'ailleurs, on dit que la littérature, c'est toute production littéraire, orale et écrite, éthique et esthétique d'une nation au cours de son évolution du temps et dans l'espace. Et donc aujourd'hui, il est important de savoir qu'une chaire des lettres africaines a été justement mise en place, précisément à Rabat. Il faut rappeler qu'on est à Rabat et tout. Et vous avez l'honneur d'être l'administrateur de cette chaire. À votre avis, pourquoi le choix est tombé sur vous? Eh bien, je ne peux pas l'expliquer. Il y a toujours le fait du hasard et probablement de la nécessité. Entre les deux, c'est celui qui m'a nommé qui peut vous le dire. Et je le remercie parce que c'est un choix sûrement courageux, parce que je ne suis pas le seul à pouvoir
accéder à cet honneur. Vous n'êtes pas marocain en plus, vous êtes camerounais. Je suis camerounais, mais ce n'est pas une tare. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et puis, je pense qu'il a été sensible au fait que j'ai, il y a peut-être 8 ans, sollicité son autorisation pour visiter cette académie. Et je ne pensais absolument pas qu'un jour, je serais à cette place en train de vous parler d'une chaire. Oui. C'était simplement pour me rendre compte par moi-même des travaux qu'avait pu exercer ici même, dans cette académie, le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui a été membre de l'Académie royale du Royaume du Maroc. Et c'est pour cela que je voulais visiter cette académie et savoir un peu plus sur ce qu'il avait pu y faire. Oui. Et donc, le jour... D'abord, j'aimerais savoir quelque chose, parce que tout à l'heure, à l'entame de mes propos, je titubais un peu parce que je ne savais pas si c'était une élection ou une nomination. C'était une nomination. Une nomination, oui. Et le jour que vous avez appris la nomination, comment vous étiez concrètement? Ça a été très curieux puisque les travaux n'étaient pas terminés. Je veux dire, les consultations, les réflexions. Nous étions ici même avec un groupe d'universitaires et de libraires, de personnalités qualifiées pour parler de la culture, de la littérature, de tout ce qu'on aime. Et il y avait encore une discussion pour savoir comment est-ce que ça allait se faire. Et nous étions là pour contribuer et je ne pensais pas du tout que c'était la nomination. En fait, ça s'est passé d'une manière très simple. Le secrétaire perpétuel m'a dit il faut aller voir les journalistes et leur dire à peu près ce que nous faisons. Je suis allé voir les journalistes et je leur ai parlé. Et puis le lendemain, il m'a dit mais voilà, vous êtes bon pour la fonction. Et l'émission qui a été faite sur les travaux que nous sommes en train de conduire fait un tabac dans le pays. Oui, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai reçu un article et franchement, c'était intéressant, les propos, tout ça. On sentait vraiment qu'il était plus que jamais nécessaire de mettre en place une chaire. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes avec monsieur Eugène Ebodé. Il faut rappeler qu'il a été récemment nommé comme étant l'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains. Voilà, il faut le dire comme ça. Et donc, en Guinée, nous ne sommes pas trop habitués à cette dénomination, à ce terme chaire. C'est quoi une chaire? C'est d'abord un terme académique qui est institué pour délivrer du haut d'une chaire, parce qu'on prend de la hauteur pour délivrer un enseignement à un certain nombre de personnes et en particulier aux étudiants. Et donc cette dénomination veut aussi indiquer que nous prenons de la hauteur. Avant de nous exprimer, nous essayons d'élever à la fois les esprits, mais soi-même, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur sur les événements, d'essayer aussi de, non pas de tutoyer le ciel pour capter l'énergie la plus haute, mais l'idée, la symbolique, c'est que le savoir est une trajectoire qui est verticale, hélas. Mais quand on atteint cette verticalité, c'est-à-dire qu'on est monté au plus haut du savoir, il faut maintenant essayer de se situer sur un autre axe, l'axe horizontal, pour essayer de faire en sorte que la diffusion de ce qu'on a saisi comme énergie ne reste pas au niveau des limbes, qu'elle redescende sur Terre et que le maximum de personnes en profitent. Et là, on est forcément heureux d'avoir accompli cette tâche. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore aux fondations. Nous sommes en train de poser les jalons. Oui. Vous allez sûrement me dire lesquels. Bien sûr que oui, bien sûr. On va parler du programme prévu bien évidemment pour le compte de la session 2022-2023. Mais pour un premier temps, il est important pour nous de savoir en quoi cette chaire consistera effectivement. Alors, elle est constituée de 2 éléments, les littératures et les arts. En quoi elle consistera? Alors, elle fera en sorte que ces 2 pôles se parlent. Et comment peuvent-ils se parler? D'abord en mobilisant ce que veut dire les littératures, c'est au pluriel, et ce pluriel indique aussi que la manière, les pratiques
qui ont fécondé ou qui ont consacré les littératures africaines sont basés sur les langues, sont basés aussi sur des genres et des registres même différents. Vous voyez, si je vous dis littérature orale, ça vous parlera parce que la Guinée baigne dans les littératures orales. Oui, oui. Mais si je vous à travers les griots. Bien sûr. Et aussi à travers la consacration que leur a accordé un grand Africain, Djibril Tamsir Niane. Bien évidemment. Parce qu'il a puisé dans les actions des griots une mémoire qui était un peu dispersée et qu'il fallait rassembler afin de produire un sens. Parce que la littérature orale, ou en tous les cas la transmission orale, peut avoir un petit défaut. C'est que les sources ne sont pas toujours très fiables. Et que parfois les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Exactement. Et du coup, on peut avoir le sentiment que quand on est en face de l'oralité, la valorisation est moindre. Et Tamsir Niane a dit non, 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 non. Vous vous trompez. Djely Mamoudou Kouyaté a vraiment été d'une importance capitale pour lui. Oui, oui, surtout bien dans sûr. La rédaction de Soundiata, l'épopée Mandingue. Mais oui, évidemment. Et puis tout ce qui s'est passé à Kourougan-Fouga, qui était un autre rassemblement, une autre temporalité et un moment très fort où les Africains, les assemblées venus de plusieurs régions de l'empire du Mandé se réunissent et sortent une charte. Une charte avec des éléments précis qu'il conviendra sûrement de rappeler ici et dans nos missions pour dire que l'Afrique n'est pas nue. Qu'elle a donc une histoire. D'ailleurs, on dit que c'est la première forme de constitution qui ait existé bien avant qu'on ne parle de cette loi fondamentale. En fait, les lois fondamentales, ça dépend des époques et des cultures. Vous voyez, chez les Anglais, ils ont une loi fondamentale, mais elle n'est pas écrite. C'est les habitudes, les usages et les coutumes. Et nous aussi, on avait nos coutumes. Mais là, pour une fois, il y a eu un texte qui est donc promulgué par une assemblée. Et c'est pour ça qu'elle a une valeur juridique et une valeur indicative qui est forte. Cependant, il ne faut pas non plus donner l'impression que si certains considèrent que l'Afrique est en arrière, qu'elle fétichise un certain nombre d'actes qu'elle a conduits. Elle était la première des grandes nations ou des textes promulgués comme constitution. Il ne faut pas qu'elle s'endorme sur ses lauriers, parce qu'aujourd'hui on constate combien les constitutions africaines valsent au gré des responsables publics et comment, précisément, si elles valsent, c'est que elles ne sont pas assez consacrées et qu'il faudrait peut-être du coup réfléchir à une méthode, cette fois hybride, qui tiendrait compte de l'écrit et de l'oral. Exactement. Et donc ça fait l'un des objectifs justement de la mise en place de cette chaire, c'est comment faire en sorte surtout que les auteurs africains soient consommés en Afrique et tout. Avant de toucher cet aspect, vous avez parlé tout de suite de la littérature orale. Et comment comptez-vous vous y prendre justement dans le cadre de la littérature orale? Parce que vous avez dit en Afrique, c'est la littérature orale d'abord qui a existé avant de faire face à l'écriture. Et ça a dû jouer sur nous. Jusqu'à ce qu'Amadou Hampâté-Bâ d'ailleurs a affirmé qu'en Afrique, si un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle parce que tout simplement, ça se transmettait uniquement que de bouche à oreille. Donc il n'y avait pas de traces. Et donc aujourd'hui, voir que la promotion de cette littérature orale fait partie justement des priorités de la chaire, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Mais comment comptez-vous vous y prendre en fait? Alors nous allons fonctionner sous la forme suivante. Nous organiserons à la fois des colloques, parce que une chaire c'est aussi une inspiration à vocation universitaire. Nous avons des étudiants auxquels nous allons nous adresser, des doctorants, donc des chercheurs, des enseignants-chercheurs aussi, pour pouvoir leur dispenser un certain nombre de connaissances qui puissent les aider à approfondir leurs recherches. Du coup, ces colloques obéiront aussi à une forme d'hybridité, parce que nous nous sommes aperçus que cette chaire n'aura de signification que si elle est originale. Donc nous aurons, et nous l'avons déjà fait, lors du premier colloque international que nous avons organisé
ici même le 17 mai, en faisant en sorte que le thème abordé du devoir de violence au devoir de la littérature soit à la fois analysé, exploré, examiné par des universitaires, par des éditeurs, mais aussi par des auteurs eux-mêmes présents. Oui. Donc on a essayé de faire une forme hybride pour que la connaissance vienne de plusieurs horizons et que ces aspects soient pris en compte par ceux qui ont une connaissance aussi précise que possible d'un événement. Parler par exemple de Yambo Ologem, oui, ça aurait été impossible sans avoir l'éditeur, sans avoir l'agent littéraire qui est important dans le dispositif, sans avoir le libraire. Et même, vous avez vu, sûrement, son fils a témoigné. Il a apporté un témoignage, qui n'est pas un témoignage universitaire fait de recherche approfondie, mais il avait, si je puis dire, l'objet de notre réflexion, il l'a eu sous les yeux comme papa. Ouais. Donc il apporte aussi un témoignage qui est pris en compte. Nous aurons évidemment des cours, et moi-même je donnerai un cours sur la diplomatie culturelle, et c'est le seul cours que je donnerai, pas sur la littérature, parce qu'il y aura assez de monde pour le faire. Mais je pense qu'on peut innover en essayant effectivement d'être à la jonction de la culture, mais aussi des relations internationales, c'est-à-dire des liens et donc diplomatiques qui servent à rassembler, qui servent à trouver des horizons communs, qui servent à trouver un langage commun. Pourquoi faire? Eh bien pour mieux se comprendre. Entre qui? D'abord entre Africains. Donc c'est bien évidemment, on dit qu'à une obligation. Rien d'impossible, voilà, on le dit très souvent et c'est vrai. Et d'ailleurs, lors d'une des interviews que vous aviez accordées, je ne sais à quel site, vous aviez dit que la littérature africaine est peu connue, sinon que pas consommée en Afrique. Ça veut dire en fait que si c'est pas trop consommé en Afrique, ça veut dire que c'est quand même consommé ailleurs. D'ailleurs, vous avez pris l'exemple sur les prix Nobel, le prix Goncourt, et puis j'en passe. D'ailleurs, le dernier prix Goncourt, c'est un Sénégalais qui l'a obtenu, Mohamed Mbougar Sarr. Mbougar Sarr, oui. Donc, alors moi, je me suis dit tout de suite que quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas à votre avis? Que la littérature africaine ne soit pas consommée sur place, mais que ce soit consommé ailleurs. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les lieux de fabrication de cette littérature sont surtout en Europe, les éditeurs. Et il se trouve aussi que les lecteurs sont ceux qui ont les moyens de pouvoir acheter un livre, parce que l'économie du livre et l'économie de la culture sont des choses qui sont à prendre en compte. Le lectorat africain ne dispose pas des mêmes moyens. Un livre, s'il coûte environ 10 €, c'est chaud surtout. 10 €, c'est un salaire. Ouais. Et on voit mal comment une famille va uniquement se nourrir par les mots, alors qu'elle a besoin de nourriture du ventre aussi, des nourritures terrestres. Donc le choix est compliqué pour le lectorat africain. Donc la question est de savoir comment faire en sorte que ces livres soient disponibles. Il n'y a pas assez de bibliothèques. Vous voyez, c'est encore un point qui est un point sombre. N'ayant pas assez de bibliothèques publiques, ne sont pas aménagées, franchement, ça ne donne pas envie de lire, mais du tout. Et oui, il n'y a pas assez de cercles aussi de lecture, comme il pouvait y en avoir, qui vont en fait redistribuer le livre autrement, d'une manière orale, parce que on peut vous donner envie de lire en vous parlant d'un livre. Ouais. Vous pouvez même connaître un livre que vous n'avez pas lu parce qu'on vous en a parlé. Et les émissions littéraires qui se font en Afrique, comme vous le faites dans celle-ci, voilà, prolongent la vie du livre et apportent une connaissance aux auditeurs. C'est ce que vous faites et c'est très bien. L'autre problème, c'est que les politiques publiques qui prennent en charge la diffusion du savoir sont aussi encombrées par d'autres priorités. Et il se trouve donc qu'en Afrique, on peut à la fois sur le plan individuel, on voit qu'il y a les moyens qui ne sont pas disponibles. Sur le plan collectif, les instruments pour diffuser le livre ne sont pas toujours mobilisés parce qu'on trouvera toujours qu'il y a plus prioritaire que le livre. Or, il faut considérer la culture comme véritablement une priorité capitale pour l'Africain. Et c'est pour cela qu'en installant
cette chaire ici, en la créant ici à Rabat, le Royaume du Maroc donne un signal puissant pour dire que la culture ne va pas attendre que d'autres besoins soient satisfaits. Elle est le besoin prioritaire et le besoin qu'il faut mettre en avant. C'est ce qu'elle fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser un tout petit peu à Dr Balancé Pogba qui disait que à tout peuple sa culture, pour prouver simplement que chaque société, chaque peuple justement a sa façon de se vêtir, de se nourrir, de se loger, de gouverner, voire même de se servir des acquis matériels et immatériels qui dérivent non seulement de sa géographie, mais aussi de son histoire. Mais de l'autre côté, il y a un autre penseur qui disait que toute culture qui ne vit que d'un pran est appelée à disparaître. Toute culture sans un pran reste inerte, ne bouge pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Académie a compris cela, le Maroc l'a compris et à travers la création justement de cette chaire littéraire, je pense que ça permettra justement de fédérer d'abord les hommes de lettres, parce que moi ce sont eux ma priorité, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas, bien évidemment, les hommes de lettres, les femmes, mais il n'y a pas que ça, l'ensemble des arts, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de culture, on réduit la culture à sa dimension musicale, mais voir aujourd'hui que c'est une chaire qui va s'intéresser à la sculpture, à la peinture, à la littérature, à la danse, au cinéma, la photographie, l'architecture, en tout cas tout ce qui va dans le cadre justement des arts, de la culture. Moi je pense que c'est très très intéressant. Et donc tout à l'heure j'étais en train de vous demander que je ne comprenais pas pourquoi la littérature africaine était plus consommée ailleurs par rapport en Afrique. Mais l'autre chose également que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui il faut reconnaître que partout en Afrique des salons sont organisés et ces salons permettent justement de mettre en avant des talents locaux et internationaux, mais qui sont quand même africains. Pas forcément parce qu'il y a d'autres nationalités qui arrivent, mais dans la plupart de ces salons organisés en Afrique, il y a plus d'auteurs africains qui sont mis en lumière. À mon avis, ça devrait quand même contribuer justement à faire connaître ces auteurs, mais pas que les auteurs, leurs différents ouvrages aussi. Alors le point d'information massive de ces auteurs et de leur littérature, vous l'abordez de manière excellente, parce que quand bien même les auteurs sont présentés au public, parfois les livres manquent, ne suivent pas. Oui. Et c'est un point aveugle. Et il faudrait les réunir. C'est ce que l'Académie va essayer de faire. Et c'est ce qu'on a fait par exemple à Conakry pour les 72 heures du livre. Il y avait un stand du Maroc avec achalandé comme il convient, avec beaucoup de livres, qui avaient vocation d'ailleurs à rester et qui ont été offerts aux Guinéens. Et j'espère que ces exemples vont se multiplier. Donc, on ne peut pas imaginer, par exemple, un soldat sans armes. Bien sûr. Comme on n'imaginerait pas... c'est pour aller se faire tuer. Oui, on n'imaginerait pas un écrivain sans ses livres. C'est sûr. Mais tout cet accompagnement viendra. Il ne faut pas être non plus... plus royaliste que le roi. Ouais. Hein? je le dis, sachant très bien que le roi Mohamed VI, lui, il veut absolument que nous soyons tous dotés de forces culturelles capables d'être le ciment précisément de nos alliances et de nos ententes. C'est pour cela que quand vous abordez la question de la diversité artistique, vous avez raison. Les arts sont multiples, que ce soit le cinéma, que ce soit l'architecture, parce que c'est les modes de vie et les cadres de vie, que ce soit les danses, la chorégraphie, la musique, tous ces arts, y compris les joutes oratoires, que ce soit les nouvelles activités urbaines, comme le rap, comme le slam, tout cela va contribuer et concourir à la diversité des cultures et des aspects de la culture africaine et donner envie à se saisir de cette diversité. Nous irons, par exemple ici à l'Académie, nous allons organiser l'année prochaine un colloque sur les écritures de l'exil. En fait, nous inviterons à la fois les Italiens, enfin les Africains d'origine italienne, les Africains qui sont à Barcelone, et il y en a beaucoup, je les ai vus très créatifs. Nous penserons évidemment à ceux qui sont en Amérique du Nord, au Canada. Il y en a de très nombreux. En fait, c'est un mouvement pour fédérer, un mouvement pour dire à tous ceux qui sont au loin
l'Afrique pense à vous, Ouais. l'Afrique a besoin de vous. D'accord. Et si l'Afrique a besoin de vous, eh ben, le monde a besoin de vous, puisque l'Afrique, Exactement, bien c'est évidemment. l'origine du monde. En tout cas, vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Et donc, j'avais dit même à l'entame de cette émission qu'on allait quand même parler du programme pour Oui. le compte justement de la session 2022-2023. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que l'année prochaine, il y a un programme spécial qui allait être mis en place. Mais est-ce que ça va s'arrêter qu'à ce programme où il y a toute autre chose qui sont prévues? Voilà. Mais vous me poussez à vous dévoiler des c'est bien d'inciter éléments les un peu secrets, mais on ne peut pas résister à votre appel. Oui. Au fond, nous aurons plusieurs thématiques. Et la première, c'est quand même de donner une signification à cette littérature africaine. Qu'est-ce que c'est que cette littérature africaine? On va donc organiser des cours pour bien poser le sujet. Nous allons avoir aussi des colloques sur la littérature orale, en invitant des enseignants, mais en invitant aussi des griots, des conteurs, pour qu'ils viennent donner la preuve, administrer la preuve, que ce dont nous parlons, voici comment ça se manifeste. Et nous avons ici à la fois l'académie, bien sûr, mais un espace qui s'appelle l'espace Toguna, qui est tiré d'un terme Dogon, qui signifie la chambre des conversations et des décisions. Donc cet espace Toguna aura vocation à accueillir, à prolonger les enseignements pour aller vers les manifestations artistiques, pour qu'on les voit, pour que l'Afrique dont nous parlons, ces différents arts, eh bien, soient reçus par la population. Nous parlerons, c'est vrai, à l'académie, aux doctorants, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs eux-mêmes, aux professeurs, mais la réflexion qui sera issue de ces conversations et de ces échanges, eh bien, se prolongera à l'espace Toguna et se manifestera par des séquences pour illustrer ce dont nous avons parlé et donner corps aux arts et aux expressions artistiques africaines. Alors, nous aurons aussi un point qui me paraît important en parlant de l'oralité sur les Nteni. Les Nteni, c'est des joutes oratoires qui sont organisées à Madagascar et il faudra les confronter aux griots que nous connaissons. Et vous verrez que les Nteni, la manière dont ces Nteni sont reçus à Madagascar, peut avoir une importance d'une rare esthétique. Et aller vers l'esthétique, c'est manifester précisément ce qui est de l'ordre culturel Voilà. et de ce qui est artistique. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Peut-être vous pouvez nous parler des atouts rapidement de cette chaire aujourd'hui. C'est quoi ces atouts à votre avis? Les atouts, c'est d'abord ce qu'elle va montrer, donc la diversité. Mobiliser la pluridiversité des arts africains, c'est un atout. Ensuite, mobiliser les acteurs, les faire voir, les présenter, comme on a vu autour du colloque sur Yambo Ologem, sur les devoirs de violence et les devoirs de la littérature. On a vu qu'il y avait là une reconsécration. Ça, c'est important, d'avoir une instance de consécration de ce que l'Afrique produit. Et ça va être évidemment un événement à travers des prix littéraires qui seront remis. Donc la valorisation, la bonification de nos arts sera au programme. Voilà. Mesdames et messieurs, la littérature africaine a été toujours combative dans son ensemble, tout en répondant justement aux nobles aspirations et attentes de son peuple. Comme le disait d'ailleurs Alexandre Solzhenitsyn, toute littérature qui n'ose communiquer à la société ses propres souffrances et aspirations, qui n'est capable d'apercevoir à temps les dangers sociaux et moraux qui la concernent, ne mérite pas le nom de littérature. En tout cas, nous avons été très heureux d'accueillir bien évidemment monsieur Eugène Ebodé, l'administrateur de la chaire des lettres africaines, une chaire qui a été créée bien évidemment par l'Académie du Royaume du Maroc. En tout cas, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci beaucoup.
Mais voilà, mesdames et messieurs, plus de commentaires à faire sur la chaire des lettres africaines qui vient d'être lancée justement à Rabat, notamment par l'Académie royale. En tout cas, tout le plaisir a été pour moi de recevoir sur ce plateau Monsieur Eugène Ebodé, qui est désormais l'administrateur de cette chaire. Et donc, on se reprend très prochainement sur la Lucarne Joyeuse RTG, si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Prenez soin de vous tout en prenant soin des autres. Au revoir. La lecture